La République enterre ses morts. Ce jour-là, l'État français va faire une promesse. Présentez. Ici, dans ce haut lieu, nimbé de gloire militaire, je veux vous dire, au nom du peuple français, que nous ne vous oublierons pas. L'heure est venue des interrogations. Qui a donné l'ordre de bombarder le campement Descartes? Et pour quelle raison? Tous les regards se tournent alors vers Laurent Gbagbo. C'est lui, le chef de l'armée ivoirienne. Voilà des mois que ses relations avec la France sont au plus bas. Laurent Gbagbo nie farouchement. Je ne peux pas donner l'ordre de tirer sur les Français. Parce que je ne suis pas idiot. Je crois que vous pouvez me concéder cela. Et le minimum d'intelligence, le minimum, veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français, ni sur les soldats de l'ONU. Afin de trouver les coupables, une enquête est ouverte pour assassinat. Le tribunal aux armées de Paris est saisi de l'affaire le 19 janvier 2005, plus de 2 mois après l'attaque de Bouaké. Un délai anormalement long. D'habitude, il suffit de quelques jours. Premier accroc dans la procédure. Pour mener les investigations, une juge d'instruction aguerrie, Brigitte Reynaud. Cette magistrate très discrète accepte de parler pour la première fois de l'enquête sur le bombardement de Bouaké. Que les gens vont arriver comme ça. Lorsqu'une enquête est mal engagée dès le départ, il est très dur après au niveau de l'instruction, je dirais, de redresser ou de rattraper ce qui n'a pas été fait dès les premiers jours ou dès les premiers moments de l'enquête initiale. Et dès le départ, une erreur qui fait bondir l'avocat des familles. Donc là, c'est le cabinet. Les soldats français n'ont pas été autopsiés. C'est courant dans une enquête criminelle comme ça de ne pas avoir d'autopsie? Non, une enquête criminelle, l'autopsie, elle est absolument obligatoire. Mais alors comment c'est possible? Criminel, il faut savoir les causes de la mort, d'accord? Pour savoir s'il y a eu crime ou pas, d'accord, que les causes de la mort. Donc, criminel, l'autopsie est totalement obligatoire. Pour savoir exactement dans quelles circonstances, comment et pourquoi les choses se sont passées. Bon, donc, pourquoi ça n'a pas été fait? Je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Le juge d'instruction, dès le début, elle a protesté contre cet état de choses, mais c'était trop tard pour elle aussi. Une absence d'autopsie qui va avoir des conséquences dramatiques pour 2 familles de soldats. Lors des funérailles nationales, le ministère de la Défense s'était opposé à l'ouverture des cercueils. Motif officiel, les corps n'étaient pas présentables. Donc ils nous ont montré le cercueil où Benoît était. Et donc là on a fait la demande pour pouvoir ouvrir parce qu'on se demandait dans quel état il est. Et si c'était lui, on s'est posé la question sans se poser la question. Et ils ne sont pas volés. J'ai demandé je ne sais pas combien de fois si c'était vraiment lui qui était là. On m'a dit oui. Mais oui, c'est lui, oui, c'est lui. Bon, t'as jamais eu la confirmation? En fait, ce n'est qu'un an après la cérémonie des Invalides, dans le bureau de la juge d'instruction, que Josette Tilloy et Sarah Marzet vont avoir accès aux photos des dépouilles de leurs proches. Et elles découvrent l'invraisemblable. J'ai demandé à voir le dossier de mon fils pour voir quoi. Et quand elle m'a présenté le dossier, je me suis rendu compte que les photos ne correspondaient pas du tout à mon fils. Donc, que c'était pas mon fils. Donc
De là, je lui ai demandé, j'ai dit, si ce dossier-là a suivi le corps de mon fils, donc forcément, elle était aussi stupéfaite que moi, quoi. Essayez de croire un instant que c'était juste une erreur de mise en forme du dossier à Abidjan, qui a été fait rapidement. Bon, on peut concevoir dans la précipitation, mais il y a une erreur dans la pagination, tout simplement. Donc, mais bon, après, donc, en faisant les exhumations qui étaient nécessaires pour vérifier, parce qu'il fallait bien vérifier qui était dans le cercueil, là, on s'est aperçu que l'erreur était vraiment réelle. Hein, donc, les deux corps avaient été effectivement inversés. Le corps de Benoît Marzet a été interverti avec celui d'Emmanuel Tilloy. Les deux soldats doivent donc être exhumés et à nouveau inhumés, cette fois en petit comité. Une autopsie aurait permis d'éviter l'erreur, ça n'a pas été le cas. Et la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, de rencontrer les deux familles. Madame Alliot-Marie nous a reçus, essayé de nous donner des explications qui m'ont pas du tout convaincue. Oui, ils se sont excusés, mais ça a été une affaire cachée. Une affaire cachée. Mais l'enquête sur la mort des soldats Marzet, Tilloy et leurs camarades va connaître bien d'autres difficultés. L'instruction va avoir du mal à progresser. Rapidement, j'ai compris que là, tous les documents étaient classifiés, ou le seraient de toute façon, et que le secret défense me serait opposé systématiquement, ce qui a été le cas. Le secret défense. Tous les indices matériels relevés par les soldats français sur le terrain sont classifiés confidentiel défense. Ils ne vont être délivrés qu'au compte-gouttes au juge d'instruction. Dans le dossier, des dizaines de pages blanches, barrées d'un trait. Ce sont les informations que le ministère de la Défense ne souhaite pas révéler. C'était sans fin en fait, et à chaque fois qu'un document que je pouvais apprendre au détour d'une audition apparaissait intéressant, je devais ressaisir donc la commission pour obtenir la déclassification du rapport établi par un tel. Alors disons que ça n'en finit plus. Malgré tout, Brigitte Reynaud enquête et s'intéresse tout d'abord à l'arme du crime, les 2 Sukhoi 25. Dans cette note confidentielle défense, le nom d'un de ses intermédiaires, un Français, Robert Montoya. C'est lui qui a vendu les 2 Sukhoi 25. Robert Montoya, un ancien de la cellule Élysée sous François Mitterrand. Robert Montoya est aujourd'hui installé au Togo, un petit pays ami de la France, à seulement 1 heure d'avion de la Côte d'Ivoire. L'ancien gendarme est reconverti dans la sécurité et la vente d'armes. Il a accepté de nous rencontrer. Un rendez-vous des plus inattendus car Robert Montoya est un personnage discret de la France-Afrique. Il préfère d'habitude fuir les caméras. Mais cette affaire de vente de Sukhoi lui cause des déboires. Aujourd'hui, il ne veut pas servir de bouc émissaire. Non, mais enfin, je pense que on veut me faire porter un chapeau qui est un peu trop large et comme je vous dis, j'ai rien à voir là-dedans, ni de près ni de loin. Vous avez quand même livré les 2 avions. Écoutez, le propriétaire d'un véhicule neuf qui vous vend sa voiture, si vous avez écrasé quelqu'un, il n'est pas responsable, non? En Afrique, les affaires prennent parfois d'étranges tournures. 9 soldats français sont donc morts sous les tirs d'un avion vendu par Robert Montoya, un ancien militaire français. J'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir de qui que ce soit et je suis profondément français. J'aurais jamais accepté, si vous voulez, que quelque chose comme ça ne se fasse. Vous regrettez aujourd'hui un petit peu d'avoir livré ces 2 Sukhoi? Écoutez, je regrette. Je peux pas regretter parce que il y a
Dans le monde, il y a des tas de matériels qui sont livrés et on ne sait pas ce que ce matériel, dans quel cas il peut être utilisé. Et le marchand d'armes affirme n'avoir aucune information sur le bombardement et ses commanditaires. Et Brigitte Reynaud n'en apprendra guère plus sur Robert Montoya. Restent les 2 pilotes biélorusses. Selon la DGSE, donc, ce sont eux qui pilotaient les 2 Sukhoi le jour du bombardement. Nous avons rencontré un Français qui les a croisés lors de missions en Côte d'Ivoire. Un mercenaire, lui aussi intermédiaire dans les ventes d'armes. Christian Garnier a écumé les conflits africains pendant plus de 20 ans. Il nous explique pourquoi ces pilotes biélorusses étaient employés par l'État ivoirien. En sachant que j'ai pas d'argent, hein. Je connais très peu d'équipages français qui sont capables de piloter un Sukhoi, enfin, aussi bien Mi-26. Ce sont des produits qui sont très peu connus par les Occidentaux, et seuls des Russes, enfin, en tous les cas, ceux qui ont fait partie de l'armée russe, peuvent piloter ce genre d'appareil. Et depuis le bloc soviétique, depuis l'effondrement du bloc soviétique, ces pilotes ont été des commandants ou des colonels dans des bases. La différence, c'est qu'ils ont quitté leur base parce qu'ils sont mieux payés à travailler qu'en Afrique que de travailler en propre base. Donc, voilà. Pour cet ancien légionnaire, le bombardement du camp français ne peut pas être une erreur de pilotage. Ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont une certaine connaissance de l'appareil, et aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Ce sont des gens qui ont participé à des missions très pointues en Afghanistan ou en Tchétchénie. Ce sont des gens qui ne sont pas des apprentis. On parlait tout à l'heure de l'âge, c'est des gens qui ont entre 45 et 50 ans. C'est des gens qui connaissent parfaitement ce qu'ils font. C'est des gens qui ont entraîné des Sud-Africains en Afrique du Sud, c'est des gens qui ont l'habitude de donner des formations à d'autres. Donc déjà, ils ont un niveau élevé du pilotage. En tous les cas, de ces avions. Il faut savoir que le Sukhoi, c'est un avion quand même assez pointu. Christian Garnier a croisé les pilotes. Mais un autre Français, lui, les a vus de très près, le jour même du bombardement. Cet homme, le voilà. Il s'appelle Jean-Jacques Fuentes. Et c'est en France que nous l'avons retrouvé. Ce mercenaire garde en mémoire l'arrivée des pilotes des 2 Sukhoi juste après l'attaque de Bouaké.